64 minutes, deuxième partie, place à 64 débats. Ce soir, nous nous intéresserons à la montée du masculinisme, mouvement qui promeut la domination masculine, un phénomène qui inquiète les autorités. Elle parle même de menaces terroristes. Un rapport du Sénat français s'en alerte, nous l'évoquerons. Alors jusqu'où ira cette mouvance? Pourquoi les institutions ne s'en est-elles pas inquiétées avant, pour tenter justement de comprendre la dérive masculiniste de nos invités de 64 débats? Alice Apostoli, bonsoir. Vous êtes co-directrice de l'Institut du genre en géopolitique et chargée de plaidoyer féministe contre le cyberharcèlement. Avec nous également Stéphanie Lamy. Bonsoir Stéphanie Lamy, vous êtes militante féministe et chercheuse spécialisée dans les guerres de l'information. Merci à toutes les deux d'être les invités de ce 64 débats. Alice Apostoli, tout d'abord, je voulais qu'on repose un petit peu les termes. Le mouvement masculiniste, il existe depuis les années 1980. Il prend de plus en plus d'ampleur, notamment via les réseaux sociaux. On va en parler dans un instant. Mais est-ce que vous pourriez nous redéfinir ce qu'est le masculinisme? Donc, les masculinismes, ce sont des mouvements antiféministes qui se reposent sur la victimisation. Donc l'idée qu'aujourd'hui, on vivrait dans une société où le féminisme est une menace pour la masculinité, où l'homme est oppressé par les femmes suite aux différentes vagues d'émancipation féministe depuis les années 70-80. Par exemple, dans leur forme contemporaine, les mouvements masculinistes se sont construits lors des premières lois qui obligeaient le versement de la pension alimentaire dans les années 70-80, et ils se sont formés à travers l'élaboration d'associations. Donc vraiment, les discours masculinistes sont vraiment créés hors ligne dans un but politique. Voilà, on a compris que ce n'était pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est l'ampleur du mouvement, notamment avec les réseaux sociaux. Voilà, donc en fait, sur les réseaux sociaux, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le business model des grandes plateformes, c'est l'attention, c'est la réaction, c'est l'engagement. Et il se trouve que les discours masculinistes provoquent une certaine polarisation parce que ce sont des discours de haine, ce sont des discours qui vont commencer avec des conseils pour avoir une copine, des conseils pour se développer, que ce soit à travers le développement de soi, que ce soit à travers avoir un peu plus d'argent, avoir un meilleur physique. Et donc, en fait, au début, c'est un peu bienveillant, c'est ça que vous voulez dire? Au début, c'est pas bienveillant. Au début, c'est instrumentaliser des sujets qui intéressent les hommes en ligne. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de la bulle algorithmique, on va proposer un discours toujours plus violent, toujours plus radical, et en fait, qui va créer de l'engagement. Et les plus jeunes, en 26 minutes, c'est ça les chiffres, en 26 minutes, ils ont accès à ces contenus. Hein, c'est bien Parfois ça, même moins. Stéphanie Lamy, quelles sont les stratégies pour aller un petit peu plus loin? Les prédicateurs masculinistes utilisent-ils justement pour capter et fidéliser un public souvent assez jeune? Oui, merci. En fait, ce sont souvent des stratégies d'outrance où les hommes vont parler à d'autres hommes pour leur proposer des solutions de facilité pour expliquer leurs griefs dans la vie. Par exemple, comment est-ce qu'on peut rencontrer une femme? Comment est-ce qu'on peut la contraindre? Comment est-ce qu'on peut la contrôler? Et en fait, ce qui est dangereux avec les masculinismes, parce que c'est une offre idéologique multiple, c'est que ça propose des solutions à des problématiques que les hommes peuvent rencontrer tout au long de leur vie. Ça ne concerne pas que les jeunes et ce n'est pas que sur le net. Donc évidemment, il y a une explosion avec Internet, mais vous avez également des permanences d'écoute, des pères séparés par exemple, ou alors des salles de fitness où ce type de discours peut également prospérer. Et Stéphanie Lamy, justement, ils appuient particulièrement sur les failles, sur les frustrations des hommes qu'ils essayent de toucher? Alors moi, je ne parle pas de frustration parce qu'on ne va pas psychologiser quelque chose qui est éminemment politique. On est sur la perte de contrôle de certains hommes dans une société où l'égalité avance. Parce que ce qui est attaqué par les différents milieux masculinistes, c'est la norme d'égalité entre les femmes et les hommes, et pour imposer une vision biologisante du monde où il y a des femmes, il y a des hommes et chacun a sa place. Donc on est sur des discours qui vont trier et redonner quelque part du contrôle à des hommes dans une société
ou par d'autres facteurs, ils ont l'impression de perdre le contrôle. Alice Apostoli, justement, ça peut aller jusqu'à des dérives sur le plan physique. On a vu justement ces influenceurs masculinistes qui invitent certains de leurs abonnés à se transformer physiquement, à se casser la mâchoire pour être plus carré, puisqu'il y a tout aussi un pan physique. C'est la figure de l'homme par rapport à la femme. C'est pas que des paroles, ça peut aller jusqu'à la transformation physique. En fait, encore une fois, l'idée, c'est de rétablir une domination de l'homme sur la femme. Et l'homme dominant, suprématie. C'est une suprématie, exactement. Et en fait, l'homme dominant, c'est un homme qui aurait le pouvoir économique, qui aurait un pouvoir d'influence et qui aurait un pouvoir d'attraction. Et ça passe à travers une définition assez stricte de ce qu'est être un homme beau. Et dans le cas de Claviculaire qu'on voit à l'écran, c'est l'idée d'avoir une mâchoire carrée, d'avoir énormément de muscles. Ça passe à travers notamment la prise de compléments alimentaires, et énormément d'influenceurs masculinistes ont aussi un business model, donc non seulement la création de contenu qui est rémunérateur sur la plateforme, mais aussi la vente de compléments alimentaires, la vente de coaching, que ce soit sportif ou psychologique. Et en fait, ça fait partie de toute cette nébuleuse et du financement en fait de ces influenceurs-là. Alice Apostoli, est-ce que ce mouvement, il touche tous les pays dans le monde, ou est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement plus en première ligne, la France, les États-Unis ? Alors non, en fait, la base de ces mouvements-là, c'est toujours le même narratif de suprématie et de lutte contre l'égalité des genres et toutes les actrices de l'égalité des genres, parce que les mouvements féministes sont particulièrement attaqués et les militantes féministes sont particulièrement attaquées. En revanche, ils se déclinent très bien en fonction des régions. Il y a énormément d'adhérence, voilà, par exemple en Extrême-Orient, notamment en Corée du Sud. Il y a une offre idéologique, pour reprendre le terme de Stéphanie Lamy, en Afrique francophone, Afrique anglophone, en Amérique latine, avec encore une fois des contenus qui vilifient et réifient les femmes et les féministes, et qui ont aussi une portée politique, c'est-à-dire qu'on remarque que depuis l'avènement, en tout cas la diffusion de masse de ces discours-là, on observe aussi une tendance à la hausse des hommes de moins de 30 ans dans leurs intentions de vote. Ce sont des démographies qui historiquement ne votent pas beaucoup. Aujourd'hui, ils se mobilisent davantage et votent très conservateurs, voire réactionnaires. Le Sénat français a justement émis un rapport sur la question. Il s'est penché sur cette problématique. Et voilà ce que dit le rapport, enfin une partie du rapport. Ces mouvements forment désormais un mouvement social et politique qui vise à anéantir les droits des femmes et, in fine, à démanteler notre socle démocratique. Ce sont les mots donc, du Sénat. On le voit, il y a des problématiques qui sont mises en avant. Et justement, à ce propos, Laurent Nunez, le ministre français de l'Intérieur, a pris la parole. Écoutez. Les attaques que subit aujourd'hui le numéro national 3919, Victimes Femmes Info, ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de montée en puissance de la menace masculiniste, organisée, décomplexée, qui s'attaque frontalement aux politiques d'égalité, aux associations féministes et aux dispositifs de protection des femmes. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité précisait que 39% des hommes pensent aujourd'hui que le féminisme menace leur place. Les attaques contre le 3919 relèvent d'une stratégie d'intimidation et de déstabilisation que le gouvernement condamne fermement. Voilà, le gouvernement français qui condamne fermement ces attaques contre le fil infoservice réservé aux femmes. Stéphanie Lamy, le gouvernement, donc on vient de le voir, a pris le sujet en main. Pourquoi les institutions, selon vous, s'en inquiètent aujourd'hui? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu avoir une prise de conscience bien avant? Oui, en fait, nous, les chercheurs qui travaillons le sujet déjà depuis au moins une décennie, voire deux, sont un peu dépités. On avait un peu l'impression d'être conspirationniste à un moment en disant attention, attention, il y a comme une menace qui monte. Il y a déjà eu des attentats meurtriers en France. Ils n'ont pas été catégorisés en tant que tels. Il y a eu un féminicide en 2020 commis par un membre de la sphère MGTOW, Men Going Their Own Way. Il y a dernièrement eu un féminicide commis par un père radicalisé dans la sphère des pères séparés qui était commis au Portugal, donc un double féminicide. Ce sont en fait des attentats. Maintenant, le problème avec le terrorisme masculiniste, c'est qu'il nécessite de revoir complètement nos imaginaires de ce que c'est réellement un attentat. Donc on ne peut pas transposer le modèle djihadiste ou ultra-droite au terrorisme masculiniste, puisque le terrorisme masculiniste, la guerre, elle est également menée dans la sphère
privées. Donc parfois, les victimes, ce sont des cibles que l'auteur connaît, ou alors ce sont des violences sexuelles, mais il faut qu'on revoie complètement notre schéma notre modélisation de ce que c'est le terrorisme en général, pour pouvoir comprendre la menace. Et on peut parler également, Stéphanie Lamy, de cette fusillade qui a eu lieu le 22 juin dernier à Montréal. Fusillade qui a fait 3 morts. Dans un manifeste, justement, le tireur faisait part de sa haine des femmes. Là, ce sont des victimes innocentes. On voit qu'il a tiré un petit peu par hasard. Vous l'avez suivi de près, cette information, cette actualité, j'imagine, Stéphanie Lamy, qui a eu lieu à Montréal. Oui, alors il n'a pas du tout tiré par hasard, il a attaqué le QG de Pornhub, qui est donc cette plateforme de diffusion de contenu pornographique, parce que avant d'arriver dans la sphère radicale incel, il était dans une autre sphère, qui est celle en fait de ceux qui refusent le porno, qui estiment que le porno est une addiction qui pèse sur la santé mentale des hommes. Donc on est quand même sur une radicalisation qui a eu lieu à travers de différentes sphères, et la cible en elle-même, elle est assez symbolique aussi pour cet homme, puisqu'il s'est attaqué à ce que lui, il estime sont les nouveaux capitalistes, les nouveaux détenteurs des capitaux, entre guillemets, amoureux, donc Pornhub et d'autres pornographes. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, qui est intéressant, c'est que ce milieu-là et en compétition avec un autre milieu comme les MGTOW qui, eux, sont réellement des pornographes ou des proxénètes. Donc, vous voyez que ce ne sont pas des sphères qui sont homogènes et qu'il peut y avoir de la compétition entre ces différents milieux également. Mais est-ce qu'on peut anticiper les passages à l'acte de Stéphanie Lamy, notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut découvrir, comme par exemple dans la lutte contre le djihadisme, est-ce qu'on peut lutter efficacement en amont contre le masculinisme et ses dérives? Alors bien sûr, il faut appliquer exactement le même schéma qu'on a fait pour le djihadisme, c'est-à-dire la prévention première. Et là-dessus, il faut de l'éducation à la vie affective et sexuelle dès le primaire, en fait. Après, il faut aussi d'autres formes de lutte, mais qui ne sont pas forcément dans le numérique. Il faut éventuellement accompagner des hommes lorsqu'ils sont en voie de séparation ou les prendre en charge lorsqu'ils sont condamnés pour violence conjugale, pour qu'ils ne soient pas tentés à rejoindre, en fait, les milieux radicaux et se radicaliser davantage. Donc, vous voyez bien qu'on peut également lutter contre la radicalisation masculiniste sans interdire les réseaux aux moins de 15 ans, ce qui me semble complètement contre-productif comme préconisation qui est issue de ce rapport-là. On peut également intervenir au moment critique dans la vie des hommes lorsqu'on sait que ça peut amener vers une radicalisation, et ce ne sont pas que les jeunes, encore une fois. Il y a aussi, nous, on sait que les attentats meurtriers qui ont été commis en France ont été commis par des hommes qui ont la trentaine et la quarantaine. Alice Apostoli, justement, le rapport du Sénat, 7 mois d'enquête, je le rappelle, recommande 24 mesures, 4 grands axes. Et justement, le fait de repérer et prévenir les trajectoires de radicalisation, c'est au cœur de ce rapport du Sénat français. C'est là-dessus qu'il va falloir insister, selon vous ? Écoutez, oui, dans toutes ces problématiques-là, je pense que la prévention, c'est ce qui est le plus important. Alors, moi, je fais partie d'une association qui travaille beaucoup sur les enjeux du numérique. Et c'est vrai que je partage l'avis de Stéphanie Lamy sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, puisque les radicalisations sont multiples et touchent tous les âges et tous les milieux. Et justement, comment on fait pour les plus âgés? Parce que là, on parle des moins de 16 ans, interdiction des réseaux sociaux, par exemple, mais on l'a compris, il y a aussi des gens de 30 ans, des quadragénaires, des quinquagénaires. Comment on fait pour eux? Écoutez, je crois qu'il y a déjà des éléments de réponse. Donc effectivement, à des moments critiques où on sait qu'il y a des tendances à la radicalisation, au moment de la séparation, au moment du divorce, ce sont des moments charnières auxquels il faudrait effectivement accompagner. Mais les structures, elles existent aujourd'hui, par exemple en France, ou pas? Pas encore. Pas encore. Donc c'est ça, par exemple, qu'il faudrait créer. Voilà. C'est ça que vous invitez, par exemple, les instances politiques à se pencher sur ce genre de questions. Voilà. Et par rapport aux autres pistes, justement, que le Sénat a mis en avant, il parle au sens un peu plus large de réveiller, je le cite, le rapport, réveiller les consciences en mobilisant l'ensemble de la société. On voit bien qu'en filigrane,
il faut que ça fasse partie justement d'une prise de conscience collective. L'idée, c'est de cultiver une culture de l'égalité, en fait, comme ce qui a été fait avec les propositions d'une éducation affective et sexuelle dès le primaire, et c'est d'ailleurs une des recommandations du rapport aussi. Mais aussi, donc non seulement au niveau de la culture de l'égalité, mais aussi des enjeux un peu plus larges. Par exemple, la désinformation, c'est un pilier extrêmement efficace de diffusion des discours masculinistes, notamment liés à la sexualité, mais pas que. Et donc, du coup, dans le cadre de la prévention, il y a un enjeu de valeur, mais aussi un enjeu de capacité. Prévenir et sensibiliser à l'esprit critique, par exemple, et la lutte contre la désinformation, ce serait un levier très intéressant. Et Stéphanie Lamy, imaginons qu'un téléspectateur ou une téléspectatrice observe à la maison que son adolescent va, par exemple, sur des forums masculinistes ou va peu à peu vers cette tendance-là. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller à ces parents pour qu'ils puissent un petit peu éveiller leur enfant ? Alors, il existe quand même, moi je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là, de l'accompagnement à la radicalisation. Moi je peux peut-être vous parler plutôt des cas où on voit qu'un ex-conjoint ou un conjoint est en train de se radicaliser. Il existe des numéros de signalement. D'ailleurs, dans le rapport du Sénat, il y a une demande de renforcement de capacité des écoutants des numéros de signalisation pour la radicalisation. Sinon, pour les jeunes, évidemment, vous pouvez toujours avoir recours à l'accompagnement avec des professionnels de la santé mentale, mais il ne faut absolument pas rentrer dans les débats, ça ne sert à rien de débattre. Il faut rester présent dans la vie de votre adolescent et éventuellement l'accompagner vers d'autres professionnels, parce qu'on est sur des trajectoires de radicalisation que les parents ne sont pas des professionnels de ça, donc il ne faut pas qu'ils le fassent tout seuls. Voilà. Merci beaucoup pour ces derniers conseils, Stéphanie Lamy, et merci d'avoir été l'invitée de ce 64 débat. Merci à vous également, Alice Apostoli, d'avoir été en plateau avec nous. Merci beaucoup.